Immigration et sentiment d'appartenance, c'est le sujet de la vidéo du jour. Bienvenue, si vous ne me connaissez pas, je suis Alexandre et sur cette chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie, pays dans lequel j'ai immigré il y a maintenant 18 ans. Pays dans lequel je vis, dans lequel j'aime mes enfants, dans lequel je suis entrepreneur. J'accompagne les Français, Belges, Suisses, Canadiens qui ont des projets de vie, travail en lien avec la Russie ou qui veulent simplement déménager en Russie par le biais d'un écosystème complet que j'ai créé qui s'appelle la Ruspatriation et qui couvre à 360 degrés tout le parcours en fait d'expatriation, d'immigration vers la Russie. Donc si vous êtes intéressé par en savoir plus, vous pouvez consulter le site de la Ruspatriation. Je mettrai le lien vers le site dans le descriptif et le premier commentaire de cette vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo ce jeudi 23 avril 2026 à Moscou, en bas de chez moi. Regardez, en bas de chez moi, il y a un étang qui longe un monastère qui est plus haut. Voilà. Et aujourd'hui, il fait officiellement 2 degrés, ressenti -1. Donc vous voyez, il y a eu un tout petit peu de neige fondue aujourd'hui. Vous allez voir, je vais dépasser quelqu'un qui est en capuche pour le vent et le froid. Il fait froid, moi le fruitien, je suis indestructible, alors je fais des vidéos sans la capuche, parce que des vidéos en capuche ça rend hyper mal, donc du coup j'ai hyper froid aux oreilles, donc c'est une vidéo courte. Alors aujourd'hui je voudrais parler du sujet de l'immigration et de la sensation d'appartenance en fait. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est quelque chose qui, dans le projet d'immigration, d'expatriation, et on va différencier après ces deux mots, n'est pas assez pris en compte selon moi. Alors quand on parle d'expatriation, on parle de partir de chez soi, mais souvent l'expatriation en fait, c'est un terme qui qualifie le fait de partir travailler à l'international. Donc c'est souvent quelqu'un qui s'expatrie, c'est quelqu'un qui, en fait, par son entreprise, est envoyé en tant qu'expatrié travailler à l'international. Par exemple, vous êtes chez Leroy Merlin en France et vous partez travailler chez Leroy Merlin au Brésil. Leroy Merlin France vous expatrie vers Leroy Merlin Brésil. Vous allez enfin vivre au bord de la plage, voir des super belles filles en maillot, bord de la Caipirinha et danser. Alors voilà une expatriation réussie, une expatriation qui généralement se fait pour le meilleur, puisque quand on part encadré par une entreprise, en fait, eh bien, on part baqué, on a un accompagnement. Ce que moi je fais pour les gens qui s'expatrient vers la Russie, souvent c'est l'entreprise qui le fait lorsqu'elle envoie un cadre ou un technicien ou un stagiaire travailler à l'international. Mais voilà, donc ça se passe bien, c'est l'expatriation. Et généralement, quand on s'expatrie, eh bien, on ne se pose pas la question de la notion d'appartenance, parce qu'on va travailler à l'étranger, on veut plutôt de l'exotique. Si vous partez au Brésil, 3 ans travailler pour Leroy Merlin, eh bien ça ne veut pas dire que vous allez rester au Brésil, faire votre vie là-bas, devenir brésilien, pas du tout. Vous pouvez décider après de revenir en France, vous pouvez décider après de demander à Leroy Merlin, un super employeur, de vous expatrier dans d'autres pays. Partir, je sais pas, en Bulgarie, je sais pas s'ils ont Leroy Merlin en Bulgarie, en Roumanie. Voilà, du Brésil, partir en Roumanie, etc., en Turquie, peu importe. L'expatriation. Mais moi, je parle beaucoup sur cette chaîne YouTube d'expatriation, je parle surtout d'immigration. L'immigration, c'est un petit peu différent. En fait, vous allez déménager pour principalement l'habiter en Russie, pour des raisons qui ne sont pas du tout des raisons de choix de carrière, surtout aujourd'hui dans le contexte international des sanctions, où les groupes internationaux n'envoient plus de cadres vers leur florissante filiale en Russie, par peur de la pression politique terrible qui s'est installée dans l'UE et dans l'eurozone. Et on comprend que les pauvres propriétaires, actionnaires, entreprises sont menacés et sous pression morale infernale. Donc les gens qui viennent en Russie, eh bien, ils se disent, moi je viens en Russie, je chercherai un travail en Russie, je vais immigrer en Russie, je vais chercher un travail. Et pourquoi je vais en Russie? Je vais en Russie pour des raisons liées à un tas de facteurs dont j'ai souvent parlé sur cette chaîne YouTube, qui sont le confort de vie, le cadre de vie, le soleil, non, pas trop, non, je déconne. La dimension civilisationnelle, oui, derrière moi, civilisationnelle, anthropologique. En gros, partir dans un pays dans lequel l'élite politique prône et applique une politique visant au renforcement de la souveraineté, un pays qui défend et promeut les valeurs traditionnelles, l'histoire,
la civilisation, la chrétienté. Donc en Russie, il y a 4 religions, hein, mais l'orthodoxie est la religion dominante. Donc en fait, la Russie d'aujourd'hui est un pays qui s'affirme, n'est pas un pays qui se couche. Et donc les gens viennent en Russie pour ça, parce qu'en Russie, pas de LGBT, pas de dictature sociétale, pas d'insécurité dans les rues, pas d'immigration incontrôlée, pas tout ça en fait. Pas d'écolos hurlant à la télévision qui racontent n'importe quoi, pas de gauchistes dégénérés, globalistes diversitaires, pas de mecs de droite qui font semblant d'être conservateurs, pas tout ce cinéma en fait. Ce cinéma qu'on a quand on est en France. Je vais vous montrer mon master. Ouh, bien hein. Ouais. Donc pas tout ce cirque en fait. Non, une élite politique monolithe, verticale, qui redresse inexorablement depuis maintenant 26 ans le pays et qui fait du pays une entité politique économique puissante, forte, souveraine, qui renforce son identité, qui affirme son identité, qui défend ses traditions. Elles sont nombreuses puisque la Russie est une fédération. C'est un état, civilisation pluriethnique. Vous entendez les cloches là-bas, regardez. Vous avez les cloches là. Vous aimez les cloches? Le bruit des cloches? Donc on migre en Russie pour des raisons qui sont des raisons civilisationnelles, anthropologiques, etc. Alors c'est un pays difficile dans lequel immigrer, c'est pour ça que j'accompagne, c'est un pays dans lequel il y a beaucoup de difficultés, climat notamment. C'est un pays dans lequel il y a énormément une langue difficile, etc. J'en ai déjà parlé beaucoup sur ma chaîne YouTube, les gens qui s'intéressent peuvent réécouter certaines vidéos. Mais la chose c'est que quand on va dans un pays, on traverse toujours des étapes. Et quand on reste dans ce pays sur la courte durée, ces étapes, elles ont moins d'importance que quand on y reste sur la longue durée, et je m'explique. La première étape, c'est l'euphorie. On arrive, c'est nouveau, tout n'est pas comme chez nous. Alors que vous soyez expatrié chez le roi Merlin ou immigré anthropologique et idéologique en Russie, il n'y a aucune différence. Vous êtes sous l'effet de choc, de surprise et du mieux. Il y a forcément des difficultés. Et quand on a un immigré idéologique, on souffre beaucoup plus que quand on a un expatrié. Mais chez le roi Merlin, parce qu'on est livré à soi-même et pas baqué par une entreprise. Alors vous êtes baqué par le Frucien, ce qui au fond est presque aussi bien. Mais quand même, c'est moins confortable, on a moins de revenus généralement, etc. C'est plus compliqué. Donc, l'euphorie, c'est la période de début. Après, il y a une deuxième période qui est la période de retomber dans le réel en fait. Elle peut être plus ou moins courte, plus ou moins longue. Il y a des gens qui mettent 6 mois à y arriver, des gens qui mettent 1 an, des gens qui mettent 3 ans, des gens qui mettent 5 ans, des gens qui mettent 10 ans. Ça dépend aussi beaucoup du pays, de sa dimension, de sa taille, en combien de temps on en fait le tour, en combien de temps est-ce qu'on a commencé à vivre réellement dans le pays. Et à quel moment on s'est finalement suffisamment intégré pour rentrer dans les ressorts profonds du pays, dans sa réalité sociale, anthropologique, culturelle, économique, de vie, etc. Et à quel moment, en fait, on se rend compte de ce qu'est vraiment ce pays. C'est aussi le moment à partir duquel on commence à vivre réellement comme un local dans le pays. On commence à faire face aux difficultés, parce que chaque pays a des difficultés, chaque pays a des points compliqués, et chaque pays a ses pesanteurs. Mais quand on vit en surface, on ne les ressent pas. Quand on a un expat chez le roi Merlin, vous avez la boîte qui fait tout pour vous. On vous cherche un logement, on vous le trouve, on vous ci, on vous ça. Il y a l'évier cassé, la boîte appelle le plombier. Ça, vous voyez ce que je veux dire? Tout est baqué. Ce n'est pas le cas des migrants anthropologiques et idéologiques que moi j'accompagne. C'est des gens qui viennent pour vivre dans le réel. Alors, cela dit, il y a différents niveaux d'intégration. C'est-à-dire qu'à un moment, l'euphorique, il est bien pour tout le monde, partout. C'est le nouveau. La plongée dans le réel, elle est beaucoup plus pénible selon certains pays, parce qu'il y a des pays beaucoup plus compliqués que d'autres. Et puis il y a des pays dans lesquels vous êtes sur une logique d'organisation propre du pays qui est beaucoup plus faible que d'autres. Il est beaucoup plus compliqué donc d'y opérer. Et puis vous avez une troisième dimension, la fameuse dimension anthropologique, c'est que vous avez des pays dans lesquels la logique vous échappera toujours, parce que en tant que, je sais pas, en tant que bouddhiste chinois, comprendre comment vivent les Français à Arles,
ben, les logiques vous échapperont toujours. Et de la même façon, c'est que si vous êtes un Émirati et que vous partez habiter, je sais pas, aux Comores, eh ben, ou dans le sud de l'Inde, eh bien, vous allez vous heurter à des modes opératoires de vie qui vous seront à des logiques humaines, structurelles, familiales, culturelles, linguistiques, qui seront toujours très étrangères pour vous, parce que vous êtes d'une civilisation, avec une éducation que vous avez reçue dans cette civilisation, qui est éloignée du pays dans lequel vous vous trouvez. Et ça pose un point de réflexion principal à avoir pour vous, qui rêvez de quitter la France et l'Union européenne pour, je cite ce que me disent les gens que j'accompagne, partir enfin à l'international dans les BRICS. Et ça rejoint une discussion que j'ai eue avec moi-même, parce que sur cette vidéo, je me parle à tout seul. Les gens me regardent autour, ils disent qu'est-ce qu'il fait ce mec, il parle à lui-même. Non, mais je parle aux gens qui me regardent, bien sûr. Mais l'idée, c'est de savoir qu'en fait, l'euphorie est passée, le monde réel est là, et se pose la question de l'ancrage dans la durée. De l'ancrage dans la durée. Et là, il y a un phénomène inévitable. Inévitable. C'est le suivant. Phénomène inévitable, c'est que s'il ne se développe pas de sentiment d'appartenance à ce nouveau pays, eh bien, ça risque d'être compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de naissance, de sentiment d'appartenance à votre nouveau pays de résidence? Eh bien, vous pouvez y résider en surface. Il y a un paquet de Français qui font ça en Thaïlande. Ils n'apprennent pas le thaï, ils vivent avec un lifestyle, un style de vie, encore une amende chez Radio Courtoisie, avec un style de vie qui est de surface. Ils ont peut-être une partenaire locale, parce qu'on est sur un pays dans lequel, évidemment, il y a une immigration orientée vers la jeune femme thaïlandaise, pour des raisons de culture, de coût de vie, de coût de jeunes femmes locales, etc. Mais voilà, c'est des gens qui viennent pour vivre en surface du pays et profiter de 2, 3, 4, 5, 6 points qui pour eux sont fondamentaux, points liés au type de vie, au style de vie, au mode de vie, au confort de vie. Mais ça n'entraîne pas le fait qu'ils se plongent généralement en profondeur dans la culture thaï, qu'ils le voient toujours de très loin. Donc on reste anglais ou français en Thaïlande. De la même façon, c'est que si vous partez sur des pays avec des identités civilisationnelles extrêmement lointaines et affirmées, la Chine, le Japon, je sais pas, la Birmanie, le Congo, ben vous ne deviendrez jamais congolais. Là, vous êtes blanc. Bon, vous ne deviendrez jamais chinois. Alors, vous pouvez vous marier avec une chinoise. Et là, traverser une expérience de vie particulière avec une épouse chinoise qui va vous siniser, on dit ça comme ça, se siniser, et vous ouvrir et vous enrichir à la culture chinoise. Oui, mais vous serez toujours le blanc de service et vos enfants seront métis, et parfois dans certains pays c'est dur à porter, notamment en Asie. Donc, et puis surtout, à quel moment, quand on est un Français qui parle chinois en Chine, à quel moment on se sent une forte sensation d'appartenance à la Chine? Je ne sais pas. On peut aimer le mode de vie chinois. C'est le cas aujourd'hui de plein d'Occidentaux qui vont en Chine. Vous avez dû voir sur Instagram ces hashtags très nombreux de gens qui vont, il y a beaucoup de jeunes françaises d'ailleurs qui vont en Chine et qui racontent leur vie en Chine. Certaines ont même des maris chinois d'ailleurs. Mais voilà, de là à se sentir chinois, se sentir indien, se sentir indonésien, se sentir... ça, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire. La plupart des gens, ils comprennent ce que je dis, j'espère. Alors, le sentiment d'appartenance, vous pouvez l'avoir plus facilement en Russie, parce que la culture russe, la civilisation russe, l'identité russe, les modes de vie russes, les comportements familiaux, les structures familiales, je sais pas, sont très, certes, différentes, par exemple, de la France ou beaucoup de pays européens, mais elles sont beaucoup plus similaires, compatibles. Il y a une forme d'appartenance commune, à un ensemble civilisationnel large, mais commun. Il y a la chrétienté, il y a l'histoire commune, il y a les échanges, c'est le même continent, il y a une route qui relie l'un à l'autre. Donc il y a tout ça. Et puis il y a un repère de valeurs qui sont les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait,
l'identité, c'est beaucoup les valeurs. Et comme on dit à l'UMP, on a des valeurs. Non, je déconne. Les valeurs russes sont les valeurs de la vieille Europe aujourd'hui. Ce que promeut la Russie, c'est les valeurs qu'on trouvait au sein de la vieille Europe. Il fait froid. J'ai mis des gants, hein. Bientôt début mai. J'espère qu'il n'y a pas neigé. Donc cette sensation d'appartenance. Parce que si vous n'avez pas, au bout de quelques années de vie, c'est 10 ans, c'est 10-15 ans. Pas la volonté, mais la sensation d'appartenance, je voudrais répéter ce. C'est pas la volonté d'être comme les Russes et de se sentir russe et d'être accepté par les Russes comme Russes. C'est la sensation profonde d'être comme eux, ce qui fait qu'ils vous ressentiront comme. C'est-à-dire qu'en fait, votre expatriation, elle n'est pas un choix utilitaire. Elle est un choix profond. C'est pas un choix utilitaire. Mais pour passer d'une expatriation utilitaire à une expatriation civilisationnelle, ça veut dire qu'il faut avoir cette sensation d'appartenance à un bien, à un ensemble, à une communauté d'émotions communes. Et pour avoir accès, pour ressentir une communauté d'émotions, c'est quand même beaucoup plus facile aujourd'hui en Russie que ça ne l'est par exemple pour un Français, pour un Belge, pour un Suisse, que ça ne l'est avec l'Inde, la Chine, l'Indonésie, l'Iran, l'Éthiopie, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, bref, les nouveaux BRICS. Ça l'est beaucoup plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des Européens qui migrent, ils migrent en Europe, parce qu'ils restent dans leur famille civilisationnelle, ils restent dans un ensemble qui leur est mentalement compatible et dans lequel il leur est beaucoup plus facile de trouver des repères, de s'installer, des repères communs, des modes opératoires qu'ils avaient similaires à ceux qu'ils avaient avant dans leur pays d'origine. Bref, de s'y retrouver, commencer une nouvelle vie. Il est beaucoup plus compliqué de commencer une nouvelle vie dans un pays dans lequel vous allez tout de suite avoir, et en permanence sur la durée, des chutes, des coups, des vagues d'incompréhension. En fait, ce sera possible que pour certaines personnes. Et la Russie, c'est pas possible pour tout le monde, c'est possible que pour certaines personnes. Et ces personnes, c'est des personnes qui vont accepter de s'oublier, accepter de faire différemment. La Russie est un pays contraignant. C'est un pays dans lequel il est compliqué, si on veut. Alors, on peut rester en Russie en restant un Français de Russie, d'accord ? Mais si on a des velléités de plonger, de faire de l'immersion civilisationnelle et de devenir un Russien, citoyen de la Fédération de Russie, à ce moment-là, il faut s'oublier. Il faut accepter de se remettre à penser différemment, il faut accepter de tout faire différemment, de réapprendre les choses. Il faut accepter d'enlever son cerveau français et de le remplacer par un cerveau russe, ce qui est quelque chose de très compliqué à faire parce que c'est vouloir accepter de remplacer une grande partie de son identité, de son mode opératoire de pensée, de sa façon de parler, de sa façon d'être en fait, et de la remplacer par de nouvelles façons de faire en fait, de nouvelles façons d'être. En fait, c'est renaître, en quelque sorte. Et quand on prévoit ce projet de quitter son pays parce qu'on sait que ça va mal se terminer, parce qu'on est en rupture, si on n'est pas sur un projet d'expatriation 3-4 ans en se disant bah tiens je pars bosser chez Leroy Merlin au Brésil parce que je vais gagner beaucoup de pognon, et qu'on se dit je veux m'installer dans un endroit où je vais poser ma famille, ou alors un endroit où je vais fonder une famille, bien il faut penser à ça. Parce que l'appartenance, la sensation d'appartenance, c'est avec les gens autour, c'est aussi avec la belle famille, c'est aussi la dimension d'élever les enfants, de culture commune, etc. Et ça, qu'est-ce que vous allez pouvoir transmettre et de quelle façon de ce que vous souhaiteriez transmettre en tant que Français, Belge, Suisse dans ce pays tiers à vos enfants pour garder partie ou pas de votre identité propre issue de votre pays d'origine. Compliqué, transmettre culture française à un enfant chinois élevé en Chine, bien sûr. Il n'a pas vécu, il n'a pas les ressentis, il n'entend pas la langue, il n'a pas goûté la cuisine. C'est compliqué. Voilà. Et ça, tout ça, ce dont je parle, c'est plus simple en Russie.
Parce que la Russie reste un pays globalement européen. C'est un pays qui appartient à la famille, la maison commune Europe. Et c'est un pays surtout qui est en BRICS. Et c'est le seul BRICS européen. Voilà, petite vidéo du jour sur cette réflexion d'appartenance. Ne vous trompez pas sur le projet d'immigration, il y a vraiment quelque chose de fondamental à prendre en compte, c'est la dimension d'appartenance. Il faut, pour vous projeter sur la longue durée en Russie, que vous puissiez, avec votre famille, avec votre nouvelle partenaire local, peu importe, avec laquelle vous allez fonder une famille, il faut pouvoir arriver à un moment de suffisante sérénité dans la compréhension culturelle de l'écosystème nouveau dans lequel vous vivez, qui est celui de votre nouveau pays. Il faut arriver à le maîtriser, mais à le comprendre, mais surtout à l'absorber et à l'accepter. C'est-à-dire il faut que, en fait, cet nouvel environnement, ce nouveau système d'exploitation dans lequel vous habitez, il faut qu'il vous convienne. Et c'est ça la principale des questions qu'il faut se poser avant de choisir un pays dans lequel immigrer. C'est pour ça qu'il faut venir dans ce pays. Il faut venir voir, discuter avec des locaux, faire des rencontres, l'étudier. Il faut travailler le pays. Et il faut vraiment vous poser les bonnes questions. Et il faut être très dur et très strict là-dessus. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Consultez le site de la Ruspatriation. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.